Voilà, donc je suis obligé de prendre le micro. Donc je récupère le micro, je suis enregistré. Tout ce que je dirai sera retenu contre moi. Voilà. Donc vous n'hésitez pas, c'est interactif quoi. Hein, donc vous m'arrêtez quand vous voulez, faites part de vos expériences les uns et les autres. Et il n'y a pas un professeur et des élèves. On est tous au même niveau. Et les expériences de vos pays sont toujours intéressantes pour nous également, d'accord ? Donc n'hésitez pas à me couper sur ce cours qui sera essentiellement, effectivement, présenté malheureusement comme un cours. Et donc je vais vous parler un petit peu de l'investigation d'une épidémie, en vous montrant, on commence déjà par une photo de Madagascar et des conditions dans lesquelles on est susceptible d'agir, puisqu'on était parti dans une mission, là c'est une mission qui partait dans le nord du pays à la recherche sur une épidémie de peste. Voilà. Donc on était parti très loin, en voiture, puis ensuite à pied pendant une journée pour arriver jusqu'à ce lieu dans lequel il y avait la peste. Donc ça c'est pour vous montrer un petit peu, je dirais, les conditions un peu peut-être parfois difficiles dans lesquelles on est censé agir, mais je pense que chacun dans vos pays, vous pouvez avoir ce type de difficultés. Quand on navigue dans un pays sahélien, moi je travaillais 4 ans au Tchad, donc je connais également le désert et les difficultés que l'on peut avoir quand on monte une mission dans le désert. Voilà. Donc pourquoi on va s'intéresser aux épidémies ? Parce qu'elles ont un impact, je dirais, en termes de morbidité d'abord, mais également en termes de mortalité. D'accord ? Donc ça va demander la mobilisation de moyens sanitaires importants, que la plupart du temps les pays en voie de développement n'ont pas, et donc il va falloir aller chercher, je dirais, une aide d'un partenaire. Ça a un coût économique, puisque dans la zone où il y a une épidémie, il y a un arrêt de l'activité économique. Hein. La photo de tout à l'heure, c'était dans une mine où ils cherchaient des pierres précieuses, et donc épidémie de peste, donc diminution de l'activité sur la recherche de pierres précieuses. Risque de diffusion donc au niveau régional, au niveau national et également au niveau international. Régional, je vous rappelle, ici sur l'océan Indien, en 2006, on a quand même eu une épidémie de chikungunya qui a commencé, qui a été plus ou moins identifiée au niveau d'une région dans laquelle il y avait un bon système de surveillance sanitaire, c'est-à-dire au niveau de la Réunion, et puis ensuite, quand on a recherché un petit peu ailleurs, on l'a trouvé. On l'a également trouvé à Madagascar, même si à l'époque, le ministère de la Santé ne voulait pas déclarer ces cas de chikungunya. D'accord ? Donc, et pourtant, on a une obligation de déclaration, puisqu'au niveau international, maintenant, tous les pays ont signé le nouveau règlement sanitaire international qui oblige à déclarer l'ensemble des maladies à potentiel épidémique au niveau mondial. Et ça, c'est depuis, je dirais, la crise du SRAS. Vous avez entendu parler en Asie du Sud-Est. Hein, et puis, la crise aujourd'hui plus récente, puisqu'on a tout un système de surveillance, on a des financements pour ça également, sur la problématique de la grippe aviaire. Et donc là aussi, il y a un certain nombre de pays, je dirais, d'Afrique, sur lesquels on a déjà mis en évidence la circulation du virus de grippe aviaire. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas à Madagascar, et il y a un réseau de surveillance qui s'est mis en place pour justement essayer de dépister, je dirais, les premiers cas. Et dans ce cadre-là, les premiers cas seront une épidémie, effectivement, quand c'est des maladies pour lesquelles on n'a pas de traitement. Il suffit l'épidémie, c'est pas forcément un nombre de cas très élevé, ça peut être à partir d'un ou deux cas. Donc, quand on dit investigation d'épidémie, il va falloir s'organiser donc pour répondre et circonscrire une épidémie. Donc, il va falloir mettre en place un système de surveillance. Un système de surveillance qui permet d'avoir rapidement, je dirais, les premiers cas. Donc ici, par exemple, à Madagascar, il y a aujourd'hui un réseau de surveillance sentinelle qui donne de l'information quotidienne sur un certain nombre de sites. Pour l'instant, il y en a 15 et l'objectif, c'est d'en avoir 30. Et donc tous les jours, on reçoit un SMS des centres de santé qui nous donnent leur activité et sur lesquels on va surveiller un certain nombre d'indicateurs tels que les fièvres, le paludisme, d'accord, puisqu'il y a les tests de diagnostic rapide, et grâce aux tests de diagnostic rapide, on peut avoir des données sur le paludisme. Alors vous me direz, oui, surveiller le paludisme pour une épidémie, c'est intéressant à Madagascar, je dirais, sur la zone des hauts plateaux, d'accord, qui est une zone de paludisme instable. C'est moins intéressant dans les zones hyper endémiques côtières, puisque là, il y a du paludisme permanent, et donc
peu de chances de voir se développer des épidémies, sauf dans des régions où on a mis en place un programme d'éradication ou je dirais de tentative d'élimination. Ça a été le cas l'année dernière à Sainte-Marie, hein, où sur l'initiative de monégasque, il y a eu sur l'initiative monégasque, il y a eu donc une tentative, je dirais, une grosse campagne de lutte contre le paludisme. Et donc effectivement, le paludisme a quasiment disparu de l'île de Sainte-Marie, mais Sainte-Marie, c'est pas très loin de la côte est. Et vu que de l'autre côté, on n'a pas fait grand-chose, on a vu réapparaître donc le paludisme et des épidémies qui ont touché à la fois des enfants et à la fois des adultes. D'accord ? Alors qu'en zone de paludisme stable, on verra plutôt du paludisme chez les enfants et un peu moins chez l'adulte, puisqu'il y a l'existence d'une prémunition. Donc ça, c'est la surveillance. Ensuite, c'est l'investigation épidémiologique rapide, ce qui veut dire qu'il faut avoir des équipes qui soient formées sur le terrain. C'est ce qui se développe de plus en plus, je dirais, sous la pression de différents partenaires tels que l'OMS, ou au niveau des districts sanitaires, on demande à ce qu'il y ait des équipes d'investigation épidémiologique qui permettent d'aller faire, je dirais, des études sur les premiers cas pour pouvoir les confirmer, pour pouvoir demander des moyens supplémentaires, de telle sorte que le niveau central puisse envoyer des moyens supplémentaires. Il y a besoin donc de faire une confirmation biologique, d'où la nécessité du laboratoire. Ici à Madagascar, il y a l'Institut Pasteur, donc c'est quand même quelque part c'est une chance, puisque je veux dire il y a un laboratoire qui est capable d'envoyer des équipes et des techniciens de laboratoire en appui au ministère de la Santé pour faire de la confirmation biologique rapide. Et cette année, l'Institut Pasteur s'est d'ailleurs doté d'un camion laboratoire qui permet, un gros camion 4x4 qui permet de faire un laboratoire mobile et qui permet d'aller faire de la PCR en temps réel s'il le faut au niveau du terrain, au plus près de l'épidémie. Puisque généralement, jusqu'à présent, on allait chercher les prélèvements, on les ramenait ici. En fait, il y a un délai, ça fait un délai de diagnostic qui n'est pas toujours tout à fait en cohérence avec, je dirais, une action rapide au niveau du terrain. Donc, on s'est doté d'un laboratoire, je dirais, d'immobile. Parce qu'il n'y a pas de laboratoire, je dirais, de référence ou sur lesquels on pourrait s'appuyer au niveau périphérique. Donc là, vous voyez, c'est une adaptation en fonction de la situation dans laquelle on est. Et il y a ensuite la mise en œuvre donc, de mesures de contrôle adaptées. Et on verra un petit peu les différentes mesures de contrôle adaptées, notamment pour le paludisme. Donc l'objectif de l'investigation, vous le connaissez tous, puisque je pense que vous avez tous été formés à ça, donc c'est confirmer ou infirmer une épidémie, parce que je dis vous allez avoir un bruit et parfois le bruit ne se confirme pas, ça peut être une situation, je dirais, une situation épisodique ou une mauvaise déclaration, il y a de temps en temps, je dirais, des rumeurs, des fausses déclarations, donc il faut toujours essayer de confirmer ou d'infirmer l'épidémie. Il faut ensuite formuler des hypothèses sur son origine, d'accord, ce qui va nous amener à faire ensuite une étude épidémiologique, une étude, ce qu'on appelle les études cas témoins, pour essayer de confirmer des hypothèses. Et également, je veux dire, c'est pas simplement faire une jolie publication dans une belle revue scientifique, c'est également quand même l'objectif, je dirais, premier, c'est quand même pour les populations intervenir avec des mesures curatives et des mesures préventives. Donc l'investigation se mène en 2 phases, et ces 2 phases conduisent à 10 étapes. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir de façon, je dirais, de façon suivie. Vous verrez que tout ça c'est pas forcément, c'est chronologique, mais les différents temps sont parfois un peu rapides. Donc généralement on se réfère à ce que nous donne l'OMS. Je crois qu'il faut essayer de garder quand même des référentiels qui permettent ensuite de comparer les données en fonction des pays. Et donc on se réfère généralement aux guidelines de l'OMS. Donc 2 tâches importantes. Il y a la collecte d'informations sur les cas suspects. Et on verra ce que c'est qu'un cas suspect tout à l'heure dans le cadre de l'action. Et la collecte de prélèvements pour le diagnostic. Donc vous voyez bien, c'est à la fois, je dirais, une action d'épidémiologiste, où je collecte de l'information pour essayer de dresser un tableau épidémique, ou essayer de décrire l'épidémie selon les facteurs temps, lieu, population, on verra également tout à l'heure. Et puis également, surtout, je dirais,
et de la collecte de prélèvements pour essayer de confirmer un diagnostic, confirmer une hypothèse. Donc avec le paludisme, je dirais qu'on a beaucoup, depuis qu'on a des tests de diagnostic rapide, c'est quand même ça nous a simplifié beaucoup la tâche. Donc la première phase donc, est une phase descriptive avec 5 étapes. Il va falloir d'abord affirmer l'épisode épidémique. C'est donc l'alerte, et j'affirme ou pas l'épisode épidémique. On va avoir une définition et une comptabilité des comptes, des cas. On va essayer de voir combien il y a exactement de cas, et ça on va voir comment on fait. Une phase de confirmation du diagnostic, la partie laboratoire. L'organisation des données pour pouvoir décrire justement cette épidémie, et puis ensuite déterminer la population à risque, puisqu'il va y avoir une action c'est surveiller pour agir, et c'est pas simplement surveiller pour faire une jolie courbe sans action. La phase analytique, elle également, est en 5 phases que je vous décris ici rapidement. Donc on va formuler des hypothèses à tester, ensuite on fera vraiment on va confronter les hypothèses avec les faits. On va faire une étude analytique, c'est l'étude cas témoin, généralement complémentaire, qui est faite par les épidémiologistes. Il y a l'étape essentielle, je dirais, qui est la rédaction d'un rapport pour que des mesures, pour éviter, je dirais, que ce type d'épisode ne se reproduise, et quelles mesures correctrices faut-il mettre en œuvre en amont pour éviter d'avoir le même phénomène, d'accord ? Mais ensuite, la mise en place de ces mesures. Donc l'alerte, elle est souvent, là je vous ai pris l'exemple de la dernière épidémie de paludisme dont tout le monde parle à Madagascar, qui date quand même de 1986, d'accord ? Et donc il y avait une reprise de la transmission en termes de mort. Il y avait donc 2 indicateurs, c'est pour montrer les 2 indicateurs qu'on peut utiliser en termes de morbidité, avec l'augmentation du nombre de cas. Donc ça a touché les hauts plateaux, la ville de Tana, qui est réputée aujourd'hui comme une zone où il y a très peu de paludisme, voire pas du tout. Je veux dire, quand on essaie de monter des études sur le paludisme à Tana, c'est quasiment impossible, d'accord ? On ne retrouve pas forcément le vecteur, il y a très peu de cas confirmés, donc en termes de morbidité, je dirais les hauts plateaux restent une zone de paludisme instable, et donc avec un risque épidémique, et là c'est ce qui s'est passé, donc il y a eu une épidémie avec une forte morbidité et une mortalité importante, d'accord ? Mais avec, je dirais, un certain retard à l'allumage, c'est-à-dire à la déclaration au moment de la surveillance. Vous voyez, l'explosion de la mortalité a commencé à partir de 1985. Donc ça, c'est un rapport qui avait été fait par l'équipe qui était venue, dont Dominique Baudon, qui est aujourd'hui directeur de l'Institut Pasteur du Centre Pasteur au Cameroun. Donc ensuite, une fois qu'on a l'alerte, il faut affirmer l'épidémie. Donc une épidémie, c'est pas un cas sporadique, il faut la différencier des cas sporadiques, et il faut différencier de la situation endémique. Donc pour le paludisme, situation endémique, c'est le paludisme stable. Je dirais aujourd'hui sur Madagascar, ce serait la zone côtière, dans laquelle il y a une population, je dirais, adulte qui a une certaine prémunition et qui ne va pas développer des paludismes de façon permanente. Et on trouvera plutôt du paludisme chez les enfants, le temps qu'ils acquièrent leur prémunition. Les cas sporadiques, je veux dire, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Tana. On va avoir 10 ou 20 cas dans l'année qui vont être déclarés de paludisme, dont certains sont des paludismes d'importation, c'est-à-dire des gens qui sont allés faire un tour sur la côte et qui reviennent ensuite à Tana et qui font leur palu, donc qui sont des touristes, des vasas comme moi, et qui vont faire le touriste mais c'est des malgaches qui, eux, n'ont pas de prémunition, et donc partent des hauts plateaux sur les côtes et reviennent et font un paludisme, ce qui est tout à fait normal. Et puis c'est l'épidémie, la grande épidémie, celle de 86, où là il y a une forte mortalité et une forte morbidité, ou l'épidémie qu'il y a eu à Sainte-Marie l'année dernière. Où là également il y avait peut-être pas en termes de mortalité, on n'a pas eu trop d'informations, mais en termes de morbidité c'était très important. Donc sur ce, on peut donc définir une épidémie comme une augmentation du nombre de cas d'une maladie. Donc c'est un nombre, il faut donc connaître le nombre habituel, et il faut définir également un seuil. Parce que quelle est l'augmentation du nombre de cas de maladie ? Donc c'est des cas qui vont survenir donc pendant une période de temps
délimitée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est limité dans le temps, une épidémie. Généralement, une épidémie, si on la laisse évoluer, on voit une grande courbe, elle monte et puis après elle redescend. Et souvent, si vous regardez bien des actions de santé publique qui sont menées, elles sont souvent menées, dans les pays en voie de développement, au moment où la courbe redescend. Donc on peut se demander si c'est l'action de santé publique qui a été efficace ou si c'est, l'évolution naturelle des courbes des épidémies. Je pense au choléra, je pense à la méningite, dans les pays de la ceinture de la méningite, on voit souvent des retards et des actions qui sont entreprises plutôt dans la phase descendante de la courbe alors qu'elles auraient dû être entreprises dans la phase montante. Et au sein donc d'une population donnée, donc elles sont également limitées dans l'espace. D'accord ? Quand elles sont plus limitées dans l'espace, c'est le risque que c'est notre épée de Damoclès de la grippe aviaire. On va parler de pandémie puisque c'est une épidémie qui va toucher la pandémie, c'est une épidémie qui va toucher plusieurs pays, qui va toucher plusieurs pays dans le monde. Donc on a un indicateur ici qu'on va utiliser pour cette notion de temps et de personnes qui est le taux d'incidence. Et pour l'épidémie, comme on va observer généralement sur des périodes courtes, on parlera de taux d'attaque. D'accord ? C'est un nombre de nouveaux cas sur une période donnée. Donc généralement, il faut essayer de le comparer aux données intérieures, d'où l'intérêt peut-être d'avoir un système de surveillance, parce que si on n'a pas de système de surveillance, on n'a pas de données historiques, de données à comparer, et donc il faut généralement essayer de comparer ces données avec des données antérieures. Donc là, je vous ai repris un article qui était dans le Sultanat d'Oman, voilà, où ils ont collecté des données des hôpitaux ou de laboratoires pour comparer un petit peu ce qui s'est passé. Et donc on voit bien qu'entre cette période-là et celle-là, il y a effectivement une grande différence qui explique ce phénomène, qui dit effectivement qu'il y a eu une épidémie. Donc on va essayer de définir les cas. D'accord ? Pour les compter, il faut d'abord les définir. Qu'est-ce qu'un cas ? Tout à l'heure, on a parlé de cas suspect. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'un cas suspect ou un cas possible, un cas probable et un cas certain ? D'accord ? Généralement, les cas certains, c'est les cas pour lesquels le laboratoire nous a aidés à faire le diagnostic, ou pour le paludisme, on s'appuiera généralement sur les tests de diagnostic rapide, mais en sachant qu'on peut aller plus loin sur le cas certain, on peut aller jusqu'à la PCR, et on peut faire des gouttes épaisses, on peut faire la PCR. Et pour certains, le cas certain sera un cas qui aura été confirmé non seulement par test de diagnostic rapide, mais par goutte épaisse et par PCR. Donc on peut aller très loin dans la définition du cas certain. Et le cas possible, ce sera toute fièvre égale paludisme. D'accord ? Toute température axillaire supérieure à 37,5 sera considérée comme du paludisme, par exemple. Et un cas probable, ce sera quelqu'un qui a de la fièvre, ici par exemple sur les hauts plateaux, ce sera quelqu'un qui a de la fièvre alors qu'on sait qu'il y a une épidémie qui est en cours. Et à ce moment-là, on associera, le symptôme ou le syndrome à une situation particulière épidémique. D'accord ? Voilà. Et donc là, c'est pareil. Généralement, vous vous référez à ce que donne l'OMS, avec les normes et recommandées par l'OMS sur la surveillance. Donc voici les références. Ça se trouve sur Internet. Donc vous pouvez télécharger ces normes et vous aurez les définitions des différents. Vous avez des définitions sur le paludisme. Je dirais sur le paludisme, ça reste assez vague pour l'instant. Mais sur d'autres pathologies, j'ai pris l'exemple de la dengue. C'est une maladie fébrile et aiguë. Donc je vous ai pris des exemples un petit peu de maladies qui sont susceptibles d'amener des diagnostics différentiels vis-à-vis du paludisme. Donc l'exemple de la dengue, maladie fébrile aiguë d'une durée comprise entre 2 et 7 jours, voilà ce que dit l'OMS, et qui s'accompagne d'au moins 2 des symptômes suivants. Donc vous avez céphalée, douleur rétro-orbitaire, arthralgie, myalgie, éruption cutanée, manifestation hémorragique et leucopénie. Vous voyez, donc leucopénie, ça veut bien dire que déjà j'ai du laboratoire. Je sors de la surveillance syndromique. Et il y a des critères de laboratoire pour le diagnostic. C'est l'isolement du virus de la dengue, qui réclame déjà, des sérums, une logistique pour amener tout ça jusqu'au laboratoire. Prélèvement d'autopsie, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les critères de laboratoire qui permettent d'avoir des cas confirmés.
Donc la mise au point d'une définition de cas, donc c'est l'étape fondamentale. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a des notions donc de cas suspects, vous voyez, et de cas confirmés. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'ils ont utilisé toujours pareil dans cet article dont je vous faisais référence tout à l'heure. Vous avez des critères cliniques avec cette fièvre supérieure à 38. Donc là, il ne nous explique pas si c'est une fièvre par axillaire ou si c'est une fièvre en rectale. Hein. On peut supposer que 38, c'est une fièvre en rectale ou une fièvre corrigée. Des critères biologiques avec la présence donc de plasmodium. Vous avez une notion de temps, d'accord, qui est survenue entre avril et septembre 98, et une notion de lieu, puisque les gens étaient des résidents de Dhofar. Donc vous avez vraiment ces notions facteurs temps, lieu, population, avec des critères, je dirais, cliniques et des critères biologiques, et quelques caractéristiques personnelles. Donc généralement, ce que je vous disais tout à l'heure, les cas certains, ça repose sur un diagnostic, sur l'isolement de l'agent causal, et sur des tests sérologiques. Donc pour le paludisme, donc je vous ai donné des exemples. On peut retenir cas clinique et test de diagnostic rapide ou goûter peste positive. Pour la dengue, cas répondant à la description clinique et confirmé par le laboratoire, donc présence de virus ou présence d'anticorps. Mais généralement ici, je veux dire, la virologie, si je ne me trompe, demande un deuxième prélèvement à 15 jours pour confirmer que le cas est vraiment positif. Autrement, le cas reste, me semble-t-il, non confirmé. Donc vous voyez, donc, il y a quand même une certaine lourdeur, parce que quand il faut faire un deuxième prélèvement à 15 jours, on n'en a pas beaucoup des deuxièmes prélèvements à 15 jours. Hein. Généralement, c'est quand même assez compliqué. Donc il faut quand même essayer d'avoir des définitions qui correspondent à la réalité du terrain et aux difficultés de terrain. Cas probable, voilà un exemple de cas probable, donc avec des critères cliniques et ou biologiques de présomption. Donc exemple de la dengue, donc c'est une sérologie conforme, voilà, apparition en même temps et au même endroit que d'autres cas de dengue confirmés. C'est-à-dire que quand on a la notion, c'est pareil, quand on a la notion d'épidémie, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut avoir ce qu'on appelle les cas probables. Et ensuite, on a les cas possibles, c'est vraiment les jetons de dessous, quoi. Où là, on va s'intéresser généralement qu'à des critères cliniques. Et c'est donc notre système de surveillance actuel, ce qui est une surveillance syndromique, donc avec des données qu'on reçoit tous les jours, est basé que sur de la définition clinique. On demande aux personnes de nous définir, de nous dire suspicion de grippe, suspicion de dengue, suspicion de chic, fièvre toute seule, et puis d'autres signes de fièvre, diarrhée, etc. Pour le paludisme, par contre, on leur demande de faire un TDR à toute fièvre, et donc on a exactement, je dirais, la part du paludisme dans la consultation. Et donc là, on peut penser qu'on a des cas, je dirais, des cas confirmés. Donc si on a une définition trop large, on va inclure trop de cas et donc on aura beaucoup de faux positifs. Hein, vous comprenez qu'on aura beaucoup de faux positifs, on va sûrement surestimer notre épidémie. Et on va peut-être parler d'une épidémie là où il n'y en a pas. Et on va mettre en place des moyens énormes pour lutter contre quelque chose qui n'existe pas. Donc il va falloir faire très attention à cette définition, parce que je veux dire derrière ça, on va mettre en œuvre une logistique importante. Et si on a une définition trop restrictive, là aussi on risque d'exclure des cas réels, et puis on risque de se dire bon, c'est pas grave, c'était pas une épidémie, et puis quand on va s'en rendre compte, je veux dire, on va être au sommet de la cloche, hein, et on interviendra trop tard. Donc là il faut toujours faut bien faire attention. Je veux dire, la définition de cas, c'est pas une mince affaire. D'accord ? On reprend effectivement les guidelines de l'OMS, mais au niveau local, il faut aussi essayer de les adapter. Donc voilà les solutions que je vous propose, c'est sélectionner des critères qui sont simples et précis et privilégier, ce que je vous disais, les définitions de l'OMS. Donc ensuite, maintenant qu'on a enfin notre définition de cas, on a mis du temps, hein, et donc l'épidémie a eu le temps de se développer. Donc maintenant, on va essayer de compter les cas. On va s'intéresser aux formes symptomatiques, donc on va collecter de l'information sur la maladie. On va essayer de décrire cette maladie, donc quels sont les signes, quelles sont les dates de début, la durée, la sévérité, les traitements qui ont été reçus, d'accord ?
Donc ça c'est important, et quand vous avez l'information assez tôt, vous pouvez vous intéresser à la maladie. Hein. Si on vous donne de l'information trop tard, ce qui a été le cas la semaine dernière avec une maladie, avec une toxi-infection alimentaire collective qui a touché quand même 300 personnes, avec 5 ou 6 décès à Madagascar, dans le sud-est, ça a commencé le lundi, et nous on a été prévenus que le jeudi soir. Donc la plupart des malades étaient déjà rentrés chez eux pour un certain nombre, et donc c'était plus tellement intéressant d'aller intervenir. Mais ça aurait pu être plus grave. Il y a quand même eu, 5 ou 6 décès, ce qui aurait pu être évité. Donc il faut des données sur la maladie pour pouvoir décrire la maladie, pour pouvoir, tenir compte, pour justement, pour la suite, au moment du rapport, lorsqu'on va essayer ou pour tirer des hypothèses également, puisque en fonction des signes cliniques, on va s'orienter avant même d'avoir des résultats de laboratoire sur tel ou tel germe. D'accord, là par exemple sur l'épidémie de diarrhée qu'il y a eu donc la semaine dernière, on a pensé plutôt à une salmonellose quand on a vu un petit peu quels étaient les tableaux cliniques qu'on a pu nous évoquer, et puis le délai entre le moment où les gens ont assisté à un repas collectif où ils étaient 800 et où il y a eu l'explosion de 300 malades le lendemain d'un seul coup. Imaginez 300 malades dans un CSB au fin fond du pays. Ils ont été vite débordés, hein, puisque le CSB a l'habitude de combien de consultants un CSB ? 15 par jour, 20 par jour, quand il y a un médecin. Donc quand vous avez 300 d'un coup, c'est tout de suite la catastrophe. Hein. Donc les données, ensuite on va avoir des données démographiques en fonction de est-ce qu'il n'y a pas une caractéristique de l'âge. Donc je parle du paludisme en zone stable, on va regarder effectivement les caractéristiques d'âge, les caractéristiques de sexe, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui seraient plus susceptibles, est-ce que les personnes âgées ne sont pas plus touchées, etc. Le lieu, des catégories socio-économiques, des professions, et puis il va nous falloir, comme on calcule des taux, on a calculé un taux d'incidence, derrière il faut un dénominateur, donc il nous faut le nombre de personnes qui étaient exposées, donc quelle est la population, d'où sont issus les cas. La population exposée. Ensuite, on va confirmer le diagnostic, et bien ça c'est avec les prélèvements, donc il va falloir en amont, quand on va partir investiguer, savoir qu'est-ce qu'on va prélever, quoi. Donc il faut avoir une idée de ce que l'on va prélever. Est-ce qu'on part pour prélever des selles ? Est-ce qu'on va prélever des sérums ? Est-ce qu'on va prélever des fonds de gorge pour de la grippe ? Est-ce qu'on va prélever des fonds de nez également ? Donc il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on prélève. Comment on va conserver ces prélèvements pour que le laboratoire puisse les exploiter au mieux, d'accord ? On ne prélève pas pour prélever, et on n'arrive pas avec un sac plastique en disant j'ai prélevé ça, quoi. Parce que ça nous arrive quand même de temps en temps de voir arriver des gens qui nous disent on a prélevé ça, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas comment ça a été conservé, et donc généralement on n'analyse pas, quoi, parce que ça a un coût, pour un examen qui a une forte probabilité d'être négatif, on ne développe pas toute une logistique de laboratoire qui est parfois un peu lourde, notamment en virologie. Hein ? Non, mais je pense il faut vraiment faire très très attention à ça. Je veux dire, cette étape de prélèvement, c'est pas vite, je prends un truc et puis comme ça au laboratoire ils vont être contents, je leur aurai ramené quelque chose. Ça nous arrive de voir des choses. Donc il faut savoir ce qu'on prélève. Il faut donc s'être renseigné avant, aller voir le laboratoire ou l'unité avec laquelle on va travailler, leur demander qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir comme prélèvement pour faire le diagnostic, dans quelles conditions on doit conserver ces prélèvements, et puis ensuite on peut partir avec l'ensemble du matériel. S'il faut garder au congelé, on part avec de l'azote liquide, etc. Et on s'en va faire nos prélèvements. Donc on a des guidelines, donc là je vous ai pris des guidelines qui sont proposées là aussi par l'OMS avec justement en fonction du symptôme, on va partir sur du prélèvement. Donc si c'est des diarrhées, on va essayer de récupérer effectivement des selles, ce qui est pas une mauvaise idée. Hein. Voilà. Si c'est des syndromes hémorragiques, eh bien là on va faire attention, et puis en même temps on essaiera de se protéger. Hein. Si c'est une fièvre aiguë hémorragique,
on va penser à des maladies telles que Ebola par exemple, et donc on essaiera quand même au moment de se rapprocher des malades, de se protéger un maximum. Je vous rappelle qu'au moment du SRAS, les gens du service de santé, c'est ceux qui ont payé le plus lourd tribut, puisqu'ils se sont occupés d'un cas et ils ont tous été contaminés parce que se lavant pas les mains, ne mettant pas de masque. Et on a vu une épidémie, je dirais, de SRAS parce qu'il y a eu des cas et des décès dans une unité de soins. Ça peut être également donc des jaunisses, et on pensera à des hépatites E. Donc les matériels pour les prélèvements, c'est toujours les gants. On pense aux masques, on pense aux lunettes aussi de protection. Donc il faut penser à tout son matériel avant de partir. On organise ensuite les données. On va organiser les données, donc on va essayer de faire des courbes épidémiques. Donc là, je vous ai repris l'exemple du sultanat d'Oman. Toujours pareil sur le paludisme, où ils ont les moyennes, vous avez la courbe en gras, c'est les moyennes des années 96-97, d'accord. Et puis vous avez en pointillé ce qui s'est passé en 98. Effectivement, il s'est passé quelque chose probablement en 98. Il s'est passé une épidémie, il y a eu une épidémie donc de paludisme. Donc ça, c'est les courbes, la courbe minimum qu'il faut essayer d'avoir quand on fait de la surveillance épidémiologique. C'est ce que fait Laurence toutes les semaines. Elle suit une courbe comme ça sur la surveillance à Madagascar, sur différents sites. Donc c'est son job de faire ça. Donc là, je vous présente d'autres données. Donc on est bien sur une notion de temps, d'accord, sur la durée. On va essayer de compter le nombre de cas qui sont survenus dans une zone donnée. Voilà, sur un lieu aussi, on va essayer de travailler sur de la cartographie. Alors nous, au niveau de l'unité d'épidémiologie, on a également un service d'information géographique. Alors il ne faut pas leur dire qu'ils font de la cartographie, parce que ça, ils ne vont pas aimer, parce qu'ils font de la cartographie, mais ils font également, je dirais, toute une modélisation des risques à partir des systèmes d'information géographique et des modèles spatio-temporels. Donc on fait pas que de la cartographie. Mais je dirais, le premier élément qu'on fait, c'est quand même de la cartographie, même si ça ne leur plaît pas. Ensuite, en termes de population, donc on va essayer de décrire les populations. Là, c'est toujours pareil, le même sultanat. Et donc, vous voyez, en fonction des groupes d'âge et en fonction du sexe, ça permet d'identifier un petit peu quels sont est-ce qu'il y a des différences en fonction des sexes, est-ce qu'il y a des risques plus importants ou pas, est-ce qu'il y a des classes d'âge plus touchées chez les femmes ou chez les hommes, etc. Ne serait-ce que pour orienter les premières actions de prévention vers la population cible. D'accord ? Si c'est plutôt des enfants qui sont touchés, je vais essayer de développer des premières actions de prévention vers les enfants et non pas vers les personnes âgées. Voilà. Donc il va falloir bien identifier, je dirais, les actions que l'on doit mener. D'accord ? Donc pareil, là, c'était essentiellement, là c'est pareil, ils ont pris ensuite en fonction des nationalités, et donc ils voyaient que c'était essentiellement donc des Somaliens qui étaient chez eux, qui étaient touchés. Voilà. Donc grâce à ça, on va pouvoir déterminer donc la population à risque, c'est ce que je vous disais. Donc ici, voilà, on voit bien apparaître nos Somaliens et nos gens du sultanat d'Oman, d'accord. Là, c'était une autre étude où c'était les réfugiés burundais dans les camps du nord-ouest de Tanzanie. Voilà. Et c'était, vous voyez, des enfants. Et ici, dans cet article, c'était des enfants de moins de 5 ans. Voilà. Donc on a bien cette notion et cet intérêt, je dirais, de suivre en fonction de l'âge, du sexe, du lieu. Donc on formule ensuite des hypothèses. Donc là, c'est l'hypothèse d'une épidémie chez les militaires, très à la mode les militaires quand il y a des coups d'État. Et donc, on va parler donc d'épidémie de malaria. Donc souvent, je dirais, dans les pays occidentaux, la malaria, les épidémies de paludisme, c'est surtout quand on envoie des militaires. Les gens du Pharaon, ils connaissent, quand on envoie des militaires dans des pays, on va voir se développer, je dirais, des épidémies de paludisme. Et donc là, c'est ce qui s'était passé en Sierra Leone en mai 2000 chez les Anglais.
Et donc l'hypothèse qu'ils avaient formulée, c'est que les militaires ne suivaient pas les mesures de prévention qui étaient prescrites, ce qui est quand même l'hypothèse généralement la plus probable, que l'on retrouve assez souvent, d'accord ? Ou la chimioprophylaxie est mal adaptée, ce qui est peut-être aussi le cas quand on est dans des situations où il y a des changements de portage en matière de chimioprophylaxie. Cet ordinateur m'énerve, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a formulé notre hypothèse, on va essayer d'en faire une étude analytique justement pour la confirmer, pour confirmer que c'est bien ça. Et donc on va essayer d'expliquer donc l'exposition du présumé responsable de l'épisode épidémique, d'accord ? Donc on va faire généralement une approche ce qu'on appelle une approche cas témoin. C'est-à-dire qu'on va prendre des cas, puis on va comparer on va prendre des gens qui sont malades. Et on va comparer à un groupe de témoins qui ne sont pas malades, et on va essayer de voir en quoi ce groupe et ces groupes sont différents en fonction de l'exposition dont on a fait l'hypothèse, d'accord ? Donc là, je vous ai repris l'exemple de nos camarades anglais, donc qui ont supposé donc que les gens ne prenaient pas leur chimioprophylaxie. Et donc ils ont pratiqué une étude cas témoin pour regarder donc les facteurs de risque et de protection qu'utilisaient les populations. Et on a vu que l'utilisation donc d'insecticides ou du moins de vêtements ou de moustiquaires imprégnés apportait donc un haut degré de protection. D'accord, puisque là, vous avez donc l'insecticide sur les vêtements, sur les mains, avec des tests statistiques qui sont là, voilà, avec des petits P qui sont très petits, donc avec un risque 4 fois plus important d'être malade si on ne prend pas ici c'est plutôt 1 sur X, donc c'est 2 fois plus important d'être malade quand on ne dort pas sous moustiquaire, et là c'est quasiment 2,2 fois plus important quand on ne porte pas de vêtements imprégnés d'insecticides, d'accord ? Donc on peut également, donc ça c'est les approches, je dirais cas témoins, on peut aussi avoir des approches de cohorte rétrospectives, c'est-à-dire qu'on va essayer de recréer la cohorte et donc recréer le fait que les gens ont été exposés et puis regarder ce qui s'est passé ensuite. Donc là on va travailler sur des taux d'attaque. Et ensuite donc vous allez rédiger un magnifique rapport qui va être un document donc pour l'action, en sachant que on est dans la phase 2, que dans la phase 1, on a déjà préconisé, je dirais, des premières mesures de prévention immédiate et de prise en charge des cas malades, d'accord ? Là, ça va être, je veux dire, des mesures de lutte qui vont permettre de mettre en place, je dirais, quelque chose pour éviter que ce type de phénomène épidémique ne se reproduise dans la même zone. Et donc, une fois qu'on a identifié la cause, on va essayer d'éviter que ça ne se reproduise. C'est possible, pas toujours possible. Et donc ça a une valeur légale normalement ce rapport, hein, donc il faut bien le rédiger, il faut prendre son temps. Et ensuite vous avez des mesures de prévention qui relèvent généralement des autorités administratives. Hein. Nous quand on fait de la surveillance, généralement c'est détaché des moyens, c'est pas ceux qui font la surveillance qui ont les moyens ensuite pour répondre. Mais donc ça permet de donner aux autorités, je dirais, peut-être différentes actions en termes de priorité, en disant si vous avez beaucoup d'argent, vous faites tout ça, si vous en avez moins, faites en priorité ça, et si vous en avez encore moins, on peut réduire le package à mettre en œuvre en fonction des moyens, et puis ensuite les aider, je dirais, à trouver de l'argent pour pouvoir mener des actions de prévention. Voilà. Donc en pratique, généralement, il faut se poser des questions essentielles. Savoir qui a alerté donc le service de santé publique est-ce que c'est une rumeur, d'accord ? Cette alerte, est-ce que ce n'est qu'une rumeur ?
ce n'est qu'une rumeur, ça y est, c'est fini, quoi. L'investigation est terminée. C'est assez rapide. Qui doit être informé? Si vous avez eu l'information, je veux dire, si aujourd'hui l'Institut Pasteur a une information, elle a tout intérêt à la diffuser au ministère de la Santé, puisque c'est quand même le ministère de la Santé qui a les moyens pour répondre. Nous, on peut aller faire du diagnostic, on peut aller faire de l'investigation, mais on n'a pas la réponse. Donc, je veux dire, si on part tout seul, c'est comme si on partait nulle part. Donc, il vaut mieux pas partir tout seul, et il vaut mieux partir avec le ministère, parce que c'est lui qui a les moyens de répondre, de la réponse. Et éventuellement, aller voir, ce qui n'est pas très facile dans ces temps-ci, mais aller voir des partenaires qui seraient susceptibles de nous donner de l'argent pour pouvoir mener des actions. D'accord ? Mais bon, ça va revenir à la normale bientôt. Vous allez être informé. Ensuite, donc, il faut informer, je pense, un certain nombre de partenaires, sachant que, généralement, nous, au niveau, par exemple, de l'Institut Pasteur, on va essayer de laisser le ministère informer ses propres partenaires, pour pas que le ministère ait l'impression que, je veux dire, on marche sur ces plates-bandes. C'est pas, nous, on n'est pas censé de prévenir qu'il y a du chikungunya qui circule. C'est le ministère qui utilise son laboratoire, qui lui a dit ça, et qui doit ensuite le diffuser, qui doit diffuser cette information-là. Donc souvent, on est, je dirais, dans une situation ambivalente où on connaît l'information, où on souhaite, je dirais, la diffuser, mais où on ne peut pas la diffuser sans l'accord, je dirais, du principal intéressé, qui est le ministère du pays. Ensuite, donc, il faut motiver la demande d'investigation, d'accord ? On part pas comme ça parce qu'il faut partir, parce qu'on a décidé qu'on allait faire du tourisme dans les fins fonds du pays. Non, il faut vraiment motiver l'investigation. Est-ce que ça a un intérêt ? Et derrière, est-ce que ça va avoir un impact ? Est-ce que l'action qu'on va pouvoir proposer va avoir un impact en termes un impact sur le phénomène épidémique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va bien diminuer ? Est-ce qu'on va bien protéger la population, ou est-ce que finalement, si on arrive trop tard, est-ce que ça nécessite d'aller faire une investigation ? Je veux dire, la semaine dernière, on m'annonce jeudi qu'il y a eu 300 cas de diarrhée le lundi. Si on m'avait annoncé le lundi, je serais parti le mardi, mais le jeudi, j'ai plus intérêt à partir le vendredi. Je vois plus trop l'intérêt, et donc je pars pas faire mon investigation. Je suis un peu déçu, mais voilà, je pars pas. Ce qui me permet d'être avec vous aujourd'hui. Donc je ne suis pas si déçu que ça finalement. Ensuite, il faut avoir des autorisations officielles. Donc il faut bien, là pareil, c'est bien le ministère de la Santé qui va nous demander de partir, et partir généralement avec les gens du ministère de la Santé, de telle sorte que dans la région où vous allez arriver, le préfet de région ne soit pas surpris de voir arriver une équipe et vous facilite, je dirais, l'accès aux différentes zones dans lesquelles vous voulez faire l'investigation. Parce que si vous n'avez pas d'autorisation, eh bien, vous pouvez avoir localement un politique qui va vous dire « Ah ben, moi, je n'ai pas été informé, je ne suis pas au courant, donc vous ne touchez à rien. » Et donc, vous repartez comme si ça ne servait à rien. Donc, il y a toutes ces choses-là à bien penser. La composition de l'équipe, qui je dois amener avec moi ? Est-ce que j'ai toutes les compétences ? Est-ce que je dois avoir amené un épidémio retaillé, ou est-ce que je peux prendre un technicien ? Est-ce que je dois amener un laboratoire mobile ? Est-ce que je dois amener des gens du laboratoire avec moi qui vont me faire des diagnostics rapides sur place ? Est-ce que je dois déjà peut-être amener un certain nombre de médicaments, parce que sur place il n'y a pas de médicaments ? Et ensuite, qui va diriger l'investigation ? Qui va faire l'analyse ? Qui archive ? Qui diffuse les résultats ? Qui fait un rapport ? Qui est le porte-parole ? Donc il y a tout un tas de questions qu'il faut préparer dès le départ. Il ne faut pas partir. Parce que derrière, il y a une action, quoi. C'est pas simplement pour dire j'étais là ce jour-là, et je peux vous dire. Donc la phase préparatoire, je vous dis, est essentielle, parce que généralement vous partez d'un milieu qui est celui-là. Donc ici, vous partez de l'Institut Pasteur, d'accord ? Et vous vous retrouvez, comme dans le cas de la première photo à la fin, dans un hôtel 3 étoiles avec piscine, voyez ? Et là, vous vous retrouvez ici, avec votre tente au milieu, à faire de l'investigation d'épidémie. Voilà. Donc ça, c'est là où on a vécu 10 jours pour faire notre investigation d'épidémie de peste. D'accord ? Donc, ça veut bien dire que si on n'a pas préparé sa mission, une fois qu'on est là, il n'y a plus le laboratoire. Là, il faut avoir tout prévu. Parce que si vous n'avez pas amené tout votre matériel, et bien là,
vous êtes tout seul. Voilà. Ben voilà, merci de votre attention. Et donc, je me tiens à disposition. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cet exposé ?